Eh bien, bonsoir. Bienvenue à cette 8e rencontre Zoom sur la série de webinaires participatifs sur le mammographie de dépistage. Après la 7e rencontre du 27 avril autour de la finalisation conçue du petit guide illustré d'aide à la décision qui est issu en fait de ces webinaires participatifs, du 6e webinaire d'avril sur les questions de femmes autour des illustrations de Marina Gribouille et du livre de Cécile Bou ouvrant un débat. La 5e rencontre en Zoom du 23 mars sur les dernières études menées sur la décision partagée avec la titulaire de la chaire canadienne de recherche sur le sujet France Légaré. La 4e rencontre de février sur les outils d'aide à la décision. La 3e rencontre du 19 janvier sur le surdiagnostic. La seconde rencontre du 13 décembre sur l'histoire naturelle des cancers du sein. La première rencontre sur la fausse alerte, tous les webinaires qui ont été enregistrés, qui sont encore accessibles sur le site de l'association Cancérose et sur le site de l'Alliance sans frontières pour le partenariat de soins avec les patients, dont la Maison de la médecine et de la culture est membre. Nous allons ce soir avoir un retour des informations, des communications qui ont été faites au congrès de Calgary au début du mois, donc au Canada, sur le surdiagnostic. Alors, juste pour vous rappeler que nous n'avons aucun lien d'intérêt et vous redonner l'objectif de la série de ces webinaires, donc montrer qu'il existe bien un vrai débat scientifique contradictoire autour de la mammographie de dépistage, qu'il existe des bénéfices possibles, mais également des effets nocifs certains, et que chaque citoyenne peut choisir de façon libre et éclairée d'effectuer ou pas une mammographie de dépistage. Je laisse la parole à nos intervenants du soir. Bon, alors le premier commentaire que j'avais prévu, c'était de dire pourquoi je parlais de méfaits, parce que si on veut équilibrer la notion de bienfait, eh ben, on doit parler de méfaits. Voilà. Et si on veut équilibrer la notion de bénéfice, on ne peut pas parler de risque, parce que les bénéfices, c'est quelque chose qu'on se met directement dans la poche. Les risques, c'est quelque chose qu'on pourrait perdre. Et donc, si on veut équilibrer les termes pour ne pas avoir de biais cognitif, on doit parler de bienfaits et de méfaits, par exemple. Ou alors, on doit parler de bénéfices potentiels et de risques. Donc là, c'était une explication sur le surdiagnostic, mais je ne crois pas que vous en ayez vraiment besoin, vous. Hein? Non. Donc, on va passer, sauf si vous réclamez. Toute la communication, ça fait un plaisir de t'entendre. Et oui, Hein? mais tu peux, si tu veux, ça va rester en ligne, donc tu peux passer un petit moment dessus. Ah oui, Après, nous, on le met en d'accord. ligne. Voilà. D'accord. Donc, on peut difficilement comprendre la suite. Il faudrait que je déplace vos têtes parce que je vois plus rien, moi. Tu peux les Voilà. mettre en petit, tu peux les mettre Je vous ai mis de l'autre côté. Voilà. On peut difficilement comprendre la suite si on ne sait pas ce que c'est que le surdiagnostic. Alors, le surdiagnostic, c'est un phénomène qui touche absolument tous les dépistages dans tous les domaines médicaux. Appliqué au domaine du sein, c'est quand on détecte des vraies cellules cancéreuses, mais qui n'auraient pas évolué ou qui auraient évolué très lentement, si bien qu'elles n'auraient jamais fait souffrir la femme. Et la femme ne se serait aperçue de rien jusqu'à la fin de sa vie. Elle serait morte d'autre chose sans jamais savoir qu'elle avait en elle des cellules cancéreuses dans le sein. Mais ces cellules, on les a découvertes du fait du dépistage. Et du coup, on a traité cette femme comme une malade. Donc, il faut bien distinguer les cancers-maladies. Quand une tumeur pousse dans le sein, qu'on fait une biopsie et qu'on trouve des cellules cancéreuses, c'est toujours un cancer-maladie qui va évoluer vers l'aggravation. Par contre, quand une femme n'a aucun symptôme, qu'on trouve par le dépistage une petite tumeur et que dans cette petite tumeur, on trouve des cellules cancéreuses, il n'est pas dit que ces cellules auraient évolué. Et dans un certain nombre de cas, il s'agit de faux cancers, de vraies cellules cancéreuses, mais de faux cancers. Je suis clair, sinon vous me grondez. Hein, Ça marche. et j'arrive pas à changer la diapo. Ah voilà. Alors, est-ce que c'est embêtant? Parce qu'on se dit, d'accord, on va trouver quelques cancers de trop, on va traiter quelques cancers de trop, mais est-ce que ça vaut pas le coup finalement? Eh bien, ça dépend. La réponse dépend de chaque femme en réalité. Hein. Moi, j'ai pas de réponse pour tout le monde.
Mais pour pouvoir réaliser si ça vaut le coup ou pas pour soi personnellement, il faut comprendre quelles sont les conséquences. Alors, le diagnostic de cancer, notamment de cancer du sein, a énormément de conséquences, que ce soit pour la santé elle-même, pour la vie personnelle ou pour la vie sociale. En général, bien sûr, le diagnostic de cancer, ses conséquences, ce sont les conséquences de la maladie. Et on les envisage comme le pas de chance d'avoir été malade. Mais si on est dans un cas de surdiagnostic, c'est-à-dire un cas où on a dit à une dame, vous avez un cancer du sein, alors que de toute sa vie, elle n'aurait jamais été malade de son sein, alors il ne s'agit plus de conséquences de la maladie, mais de conséquences du surdiagnostic. Autrement dit, des méfaits du dépistage. Alors, un des éléments majeurs du surdiagnostic, c'est qu'il aboutit au surtraitement, c'est-à-dire au traitement inutile de quelqu'un à qui il ne serait jamais rien arrivé de sa vie. Voilà. Ce surtraitement, on en a eu la preuve dès les premiers essais comparatifs qui ont essayé de démontrer l'efficacité du dépistage du cancer du sein pour diminuer la mortalité par cancer du sein. Et tout de suite, on s'est rendu compte que dans les groupes qui étaient dépistés, il y avait plus d'ablations du sein, que ce soit des ablations totales du sein ou des ablations partielles, c'est-à-dire des ablations de la tumeur isolée. En réalité, on s'attendait à ce que le nombre d'ablations totales du sein diminue. On se disait, on va dépister des cancers à un stade précoce, donc ces cancers seront petits et il suffira d'enlever la partie malade. On n'aura pas besoin d'enlever tout le sein. Et un des buts du dépistage, c'était précisément de diminuer le nombre d'ablations totales du sein. Eh bien, pas de chance, en réalité, on l'a augmenté. Et ce résultat n'est pas seulement des essais comparatifs randomisés qui ont eu lieu il y a 30 ou 40 ans. Hein. Ce résultat s'est maintenu dans le concret. Par exemple, dans une étude réalisée en France en 2016-2017, eh ben, on a observé une augmentation des mastectomies, c'est-à-dire ablation totale du sein, et des tumorectomies, c'est-à-dire ablation partielle du sein, ablation de la tumeur cancéreuse. Alors, donc on sait que le dépistage du cancer du sein aboutit à augmenter le nombre d'interventions chirurgicales sur le sein et notamment le nombre d'ablations totales du sein. Et ce qui nous manque, c'est des données sur les complications, qu'elles soient anesthésiques ou chirurgicales. Dans ce contexte, on manque de données. Autre élément sur lequel on manque pas mal de données, c'est les conséquences du diagnostic. On sait que quand on annonce un diagnostic de cancer à une personne, les dépressions augmentent. Il y a un certain nombre de réactions anxieuses d'abord, et puis de réactions franchement dépressives, avec une augmentation de la consommation de psychotropes qui est au départ multipliée par 10 quand même, ce qui n'est pas négligeable par rapport à la population générale. Dans le cas des cancers du sein, il y a également une augmentation des suicides. Les suicides sont multipliés par 3,5 grosso modo pendant environ 3 mois, et puis après, petit à petit, ça revient à la normale. On a des études françaises qui montrent qu'après une année après le diagnostic de cancer, plus d'une femme sur deux prend un traitement, soit anxiolytique, soit antidépresseur, soit les deux à la fois. Et ça se maintient quand même assez longtemps, puisque après la deuxième année, environ 4 femmes sur 10 sont toujours sous anxiolytiques ou antidépresseurs. Ah tiens, il y a un mot anglais qui est resté. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les conséquences sur leur couple, leur compagne, leurs compagnons, leurs enfants, voire leurs parents, après tout, quand elles sont jeunes. Là, on n'a pas de données, et il est probable que ça provoque des réactions anxieuses et dépressives aussi, mais combien, on ne sait pas. On entend alors depuis longtemps parler des faux positifs, hein, des cas où
on dit à une dame, madame, vous avez peut-être un cancer, et puis après examen plus approfondi, on lui dit, ah ben non, finalement, soit après IRM, soit après biopsie, par exemple, on dit non, non, c'est pas du tout un cancer, finalement, vous pouvez être tranquille. Et alors, on sait bien que les faux positifs provoquent des réactions anxieuses, voire dépressives, et on pensait que c'était à relativement court terme. Eh bien, au cours de ce colloque, il y a eu une présentation qui nous a expliqué qu'il y avait des conséquences anxieuses et dépressives des faux positifs chez certaines femmes qui pouvaient être jusque 14 ans plus tard. Alors, on n'a pas le détail très précis parce que eh bien, ce sont des présentations en colloque, c'est-à-dire que c'est avant publication des résultats dans un journal. Et donc, la dame, elle nous a parlé 5 minutes ou 10 minutes, et puis on n'en sait pas beaucoup plus. Mais quand même, rien que l'idée que ça puisse durer 12 ou 14 ans, suivant les cas, c'est quand même impressionnant. Et en tout cas, inattendu. Alors également, après l'annonce d'un diagnostic de cancer, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire. Tous ces risques dont je vous parle, que ce soit les risques d'anxiété, de dépression, de risque cardiovasculaire, sont liés partiellement, non pas à la gravité du cancer, mais à l'idée que se font les gens de la gravité du cancer. Et il se trouve que les gens ont une idée assez fausse de la gravité réelle du cancer du sein, qui est classée assez haut dans l'échelle des gravités dans l'esprit des gens, alors que ce n'est pas forcément justifié. Et donc, les risques dont je vous ai parlé sont maximum pour les cancers des bronches ou du poumon, et juste après vient le cancer du sein. Voilà. Alors, on peut penser que la publicité pour le dépistage qui tend à faire penser aux gens qu'il s'agit d'un cancer très grave augmente ce risque. Mais, encore une fois, on ne sait pas vraiment de combien. Alors donc, une chose certaine, c'est que dans la première semaine qui suit l'annonce d'un cancer en général, et notamment du cancer du sein, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire, quasiment multiplié par 2 pendant une semaine, et puis après, ça diminue lentement le risque, et il redevient identique à la population générale au bout de 6 mois. Alors, ça concerne à la fois les infarctus du myocarde, c'est-à-dire les attaques cardiaques, les AVC, c'est-à-dire les attaques cérébrales, les thromboses et les embolies pulmonaires. Alors maintenant, on peut réfléchir que quand certaines circonstances provoquent une augmentation de l'anxiété, une augmentation du nombre de dépressions, une augmentation de l'utilisation des psychotropes et une augmentation du risque cardiovasculaire, très généralement, il y a également une augmentation des accidents, qu'il s'agisse des accidents de la route, des accidents du travail, des accidents à domicile. Ça, c'est une donnée très générale. Mais on n'a aucune étude précise, en tout cas nous, on n'a retrouvé aucune étude précise concernant le cancer du sein et son dépistage. Je dis nous, on a retrouvé parce que, après tout, il pourrait y avoir une étude tout à fait pertinente réalisée en Argentine du Sud et publiée dans un petit journal ou dans un petit livre que nous n'avons pas trouvé et que nous n'avons pas lu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que ça n'existe pas, mais en tout cas, le moins qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas très apparent. Voilà. Alors, inutile de dire que quand on vous diagnostique un cancer du sein et puis qu'on le traite ensuite parce qu'on ne sait pas s'il va évoluer ou non et dans le doute on traite, eh ben ça modifie la qualité de vie. Et de manière générale, la qualité de vie après le diagnostic d'un cancer du sein est surtout mauvaise quand il persiste des douleurs, quand il y a des séquelles, et notamment des séquelles visibles comme l'ablation d'un sein, ou bien quand il y a des séquelles qui concernent un bras dont la mobilité est réduite ou qui est enflé en permanence. Quand l'évolution est défavorable, c'est-à-dire quand il y a eu un cancer, on l'a traité et puis on a l'impression que le traitement n'a pas marché, il faut faire autre chose. Et également, quand il y a prise d'anxiolytiques, et puis aussi quand il y a des comorbidités, c'est-à-dire que la qualité de vie, si elle est déjà abîmée par une autre maladie, eh bien, elle est encore plus abîmée
par l'apparition d'un cancer du sein. Ça, c'est pour les facteurs de risque médicaux. Et il faut bien penser qu'il y a des facteurs de risque sociaux qui aggravent la situation. Avoir un faible revenu, être de bas niveau social, ne pas avoir de boulot, avoir la sensation d'être discriminé à cause du cancer du sein, par exemple dans son travail ou dans les activités auxquelles on participe, hein, et avoir un jeune âge sont des facteurs qui augmentent la diminution de qualité de vie. Qui augmente la diminution, c'est pas bon comme expression, mais j'espère que vous m'avez compris. Alors, le diagnostic de cancer du sein, notamment après un dépistage, eh ben, ça impacte fortement le niveau de vie de la famille. Pas seulement de la femme elle-même, mais de la famille. Le plus souvent, ça entraîne un arrêt de travail de longue durée chez les femmes qui travaillent. Au bout de 3 ans, un tiers des femmes de plus de 50 ans n'ont pas repris du tout le travail. Donc, un tiers des femmes ont perdu leur boulot. Et de celles qui ont repris, qui avaient un temps plein, eh ben, 20% n'ont repris qu'à temps partiel. Donc, au bout de 3 ans, on peut dire que 50% des femmes n'ont pas le boulot qu'elles avaient auparavant. Voilà. Là, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le cancer du sein est plus fréquent chez les femmes pauvres que chez les femmes riches. Donc, au moment du diagnostic, 20% des femmes chez qui on a détecté un cancer du sein sont en dessous du niveau de pauvreté, contre 14% des femmes chez qui il n'a pas été détecté de cancer. Donc le cancer est plus fréquent chez les gens pauvres. Ça n'est pas une nouveauté. Par contre, il est clair aussi que le diagnostic de cancer aggrave la situation. 2 ans plus tard, ce ne sont pas 20% des femmes avec cancer qui sont classées en dessous du niveau de pauvreté, mais 25%. Alors que des femmes sans cancer, il y a toujours 14% qui sont sous le niveau de pauvreté, ça n'a pas changé. Donc, le diagnostic de cancer du sein provoque un appauvrissement. Bien sûr, ça modifie l'image de soi. Quand on est fatigué, quand on a perdu un sein, qu'il a été enlevé, qu'il y ait eu prothèse ou pas par la suite, quand on a perdu ses cheveux, quand on a pris du poids ou perdu du poids, et quand du coup la communication au sein du couple est devenue difficile, et c'est notamment la difficulté de la communication liée à l'angoisse et à la peur, c'est-à-dire que soit on n'arrive pas à communiquer sur son angoisse et sa peur de l'avenir, soit au contraire on éprouve le besoin d'en communiquer beaucoup et le couple le supporte mal parce que eh bien, pour l'autre membre du couple, c'est difficile d'entendre la plainte continuelle et justifiée de l'angoisse de l'avenir. Donc toutes ces situations provoquent une dégradation de l'image de soi et une dégradation des relations sexuelles. Alors il y a une diminution du désir sexuel des femmes, une diminution des rapports sexuels, une diminution de la satisfaction sexuelle. Là encore, les études que nous, on a trouvées sont des études qui s'intéressent aux femmes, mais pas forcément à leurs compagnes ou compagnons. Voilà, donc on ne sait pas de leur point de vue ce qui se passe. On ne sait pas non plus quelles sont les conséquences de cette dégradation de l'image de soi sur les enfants. Alors, il y a un autre phénomène dont on parle assez peu. Ce sont les conséquences du diagnostic du cancer du sein pour la génération suivante. Si on fait à une dame, on lui dit, madame, écoutez, on a fait le dépistage, voilà, vous avez un cancer du sein. Eh bien, ces filles seront considérées à haut risque de cancer. Alors, ce haut risque de cancer, évidemment, il est justifié si la dame a eu un véritable cancer du sein évolutif. Par contre, s'il s'agit d'un surdiagnostic, c'est un faux haut risque. C'est un haut risque qui, en réalité, ne correspond à rien. Mais ces jeunes femmes auront plus tard plus de mammographie, plus souvent, en commençant plus tôt dans la vie. Parfois, certaines d'entre elles
commencent leur mammographie à 25 ans ou à 30 ans, et elles en font tous les ans au lieu d'en faire tous les 2 ans, et ça pendant jusqu'à 70 ans, quoi. Alors, ça veut dire plus de rayons, mais aussi plus de surdiagnostic, et de toute façon, ça aboutit à plus de cancer du sein. Donc, quand on leur a dit vos filles auront un plus haut risque de cancer du sein, on a fabriqué plus de cancer du sein. C'est une prédiction autoréalisante ou une prophétie autoréalisatrice. Ce phénomène est intellectuellement bien clair. En pratique, nous n'avons pas trouvé d'études à ce sujet. Est-ce qu'il y en a eu dans un coin qu'on n'a pas trouvé? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles n'ont pas paru dans les grands journaux médicaux et elles n'ont pas été médiatisées. On n'en trouve pas trace non plus dans des ouvrages de base comme les ouvrages successifs sur le cancer du sein qui sont publiés par l'OMS, par exemple, par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Alors voilà, nous, au départ, notre idée, c'était de regarder les méta-analyses, les synthèses, les recommandations, les documents d'information pour les médecins, les outils d'aide à la décision pour les femmes, et puis de les noter. On aurait mis tant de points pour chaque item, et puis on aurait fait des comptes, et on aurait dit, ah ben tiens, cet outil d'aide à la décision, il parle de tant de choses, on va lui donner 18 points, et cet autre, il parle de presque rien, on va lui donner 2 points, et alors, on a renoncé complètement à ce projet d'étude parce qu'à l'examen, en prenant ceux qui étaient considérés dans le monde comme les meilleurs documents, ceux produits par l'OMS, ceux produits par le NHS anglais, ceux produits par le Cancer Institute américain, ceux produits par l'Institut de recherche pour la prévention du Canada, l'INCa français, Prescrire, l'USPTS-US, pas un seul de ces documents ne signale une seule des conséquences concrètes du surdiagnostic dont on vient de parler. Alors, il y a une exception, c'est le rapport Marmot de Grande-Bretagne, qui en parle sur environ 3/4 de colonne, donc presque une demi-page, et qui liste un certain nombre de choses, mais c'est très incomplet. Donc du coup, on a renoncé à ça, et on se dit, il serait temps de creuser la question. Les femmes, comment est-il possible que les femmes prennent des décisions dites éclairées sur leur santé si elles n'ont pas accès aux informations sur les conséquences concrètes, sur les conséquences quotidiennes de leur choix. Voilà, et je comprends bien qu'un discours pareil me fait passer pour un vieux grincheux, mais tant pis. Alors, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est un peu en marge de ta présentation, Jean. C'est Alexandra Barat, je ne sais pas si tu as vu, qui l'a publié il n'y a pas longtemps. C'est la conscience du surdiagnostic du cancer du sein chez des femmes atteintes et qui sont dans le milieu médical et qui connaissent le sujet et qui sont persuadées d'avoir subi un surdiagnostic. Et là, il y a le descriptif de tout l'état mental et toutes les conséquences psychologiques qu'elles subissent. Je vous ai mis la référence, on en a parlé, c'est le lien vers notre site. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une étude vraiment innovante. Des femmes qui ont été recrutées par le biais d'annonces ou des blogs où le surdiagnostic était discuté, des blogs médicaux. Et c'est Alexandra Barat qui les a contactées. Et donc, elle a étudié avec un questionnaire pour savoir quelle est la répercussion chez ces femmes du vécu d'un surdiagnostic dans la mesure où elles avaient conscience et la certitude d'avoir vécu un surdiagnostic. Et là, il y a une description un peu plus détaillée de ces conséquences que tu décris. Mais l'échantillon, il est évidemment choisi, il est ciblé, quoi. C'est des femmes du milieu médical qui ont beaucoup lu ou qui s'intéressent à la médecine et qui savent ce que c'est qu'un surdiagnostic. On avait dit à l'époque que ça pouvait poser un problème éthique, en fait,
de dire à une patiente que peut-être son cancer est un surdiagnostic. C'est une position très compliquée pour le médecin. Et moi, je sais que je n'ai pas résolu cette problématique, en fait. Moi non plus. En fait, les femmes qui sont conscientes de ça, elles le découvrent un peu toutes seules, on va dire, hein, ou en lisant, etc. Moi, je vais être la naïve du groupe et poser des questions bêtes, mais en fait, je comprends pas très bien comment on peut affirmer que quelqu'un était victime de surdiagnostic. Et oui. Exactement. Moi, c'est pas une question bête, c'est une question, c'est évident, parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic du surdiagnostic. C'est épidémiologique, en fait. Mais... On peut affirmer le surdiagnostic dans les cas où, après dépistage, la patiente a refusé le traitement, ce qui se voit de temps en temps, et où il ne se passe rien, par exemple au bout de 5 ans ou 10 ans, là, la situation est claire. On peut affirmer le surtraitement quand on revoit, quand on repasse le dossier, et éventuellement qu'on fait relire les lames à napath, parce qu'il y a des erreurs sur le diagnostic anatomopathologique. Hein. Diagnostic anatomopathologique, là, il y a eu une présentation justement à Cagliari. La correspondance entre deux anapathes sur les mêmes lames et la correspondance entre quelqu'un qui relit sans savoir la même lame un mois plus tard, sans savoir que c'est la même, la correspondance, il y a 20% de différence. Dans 20% des cas, on n'est pas d'accord avec soi-même ou on n'est pas d'accord avec le collègue, ce qui est quand même beaucoup. Donc, dans ces cas-là, on peut arriver à détecter non pas un surdiagnostic avec certitude, mais un surtraitement. Voilà. Après, effectivement, c'est épidémiologique et c'est ce qui fait toute la difficulté parce que moi, autant si une dame vient me voir juste après le dépistage avec ses résultats, je peux lui dire dans certains cas, écoutez, vous avez le droit de décider que vous préférez la surveillance attentive. Autant quand elle a déjà subi de la chirurgie ou de la chirurgie plus de la radiothérapie et qu'elle vient et qu'elle est en détresse, rajouter à sa détresse en lui disant, vous savez, c'était peut-être pour rien, c'est de la cruauté. Donc je ne fais pas, voilà. Mais du coup, on a des flopées de survivantes qui sont probablement des survivantes de rien du tout. Et donc, nous, on avait montré, pour répondre aussi à Gaël, on avait montré donc, le film Au nom de tous les saints. Et donc, on a une personne à qui on a proposé une chirurgie et qui a lu et qui a décidé de ne rien faire. Et 10 ans plus tard, qui n'a fait aucune surveillance, 10 ans plus tard, elle est revenue, il n'y avait plus rien du tout. Donc, ça, c'est un des 4 cas. Et puis le cas suivant, où une personne avait un carcinome in situ et on lui a dit qu'il fallait vite se faire opérer. Et à ce moment-là, cette personne, en fait, elle a monté une association et donc là, elle a fait des procédures contre le chirurgien qui avait accéléré, qui avait voulu qu'elle soit opérée pratiquement en urgence. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Et puis moi, le cas que j'avais présenté, donc moi, c'est une patiente qui avait un carcinome hépatocellulaire diffus, en fait, à 75 ans, qui a eu une mammographie, je crois, de dépistage, à qui on a trouvé un cancer de 3 cm et qui devait être opéré. Et vu son état, j'ai demandé de la surveiller en échographie tous les 3 mois. Et donc, 2 ans plus tard, son cancer n'avait pas bougé. Donc on peut dire que c'était pas un surdiagnostic, mais un surtraitement potentiel que j'ai évité en faisant une surveillance active, en fait. Et est-ce que son cancer hépatocellulaire était stable aussi? Ben là, elle est décédée, mais oui. Elle est décédée avec son cancer du sein qui n'avait pas bougé. Elle est décédée de son cancer. Non, mais hépatocellulaire, oui, oui. En 2 ans. Oui. Mais du coup, pour refaire un peu les définitions, on peut quand même parler de surdiagnostic, puisque par définition, là, elle n'avait pas de symptômes de cette tumeur et elle a fini par dire autre chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien, pour être sûr que je comprends bien. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des études sur la manière dont les femmes
appréhende le cancer du sein. Et alors, elle le croit, dans les sondages en tout cas qu'on a vus, hein, elle le croit plus fréquent qu'il n'est réellement. Elle le croit plus grave qu'il n'est réellement. Elle pense que la mammographie le détecte plus souvent qu'elle le détecte réellement, et elle croit que quand il est détecté et qu'on le traite, ça réussit plus souvent que la réalité. Donc en total, elles n'ont que des représentations qui augmentent à la fois leur inquiétude face au cancer du sein et leur confiance face à la mammographie et au traitement par rapport au réel. Voilà, donc c'est... alors cela étant, on peut toujours dire, ça s'est passé quand on a fait telle étude à tel endroit il y a 4 ans, et est-ce que c'est toujours comme ça maintenant, ou est-ce que c'est toujours comme ça partout? Et là, je n'ai pas la réponse à la question. Est-ce que c'est pareil en Allemagne, en France, au Danemark et aux USA? Sûrement pas. Voilà. Est-ce que c'est pareil dans toutes les couches sociales? Sûrement pas non plus. Ce que je pense, c'est que ce sont des choses qui ne sont pas assez étudiées. Quand elles le sont, on n'a qu'à voir les quelques études que nous on a trouvées. Souvent, ce sont des études de sociologues ou d'ethnologues qui ont le gros avantage de s'être intéressés à des choses concrètes et utiles, et qui ont le défaut d'avoir très peu de moyens et de ne pas avoir réussi à faire de l'épidémiologie qui ait une valeur statistiquement significative solide. Voilà, ça a été fait sur des petites populations dans des petits coins. Et voilà. Moi, j'avais aussi mes petites remarques. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je trouve très intéressant voilà, toutes les conséquences effectivement sur la santé globale des femmes. Mais je me dis que j'ai l'impression que si je raconte ça à quelqu'un qui aborde le sujet pour la première fois, il va me dire bah oui, mais tout ça, c'est les conséquences du cancer. De là à dire que c'est la conséquence du surdiagnostic, on extrapole un peu. Et c'est vrai que moi, il me manque encore le concept de surdiagnostic. Je pense que j'arrive à l'expliquer, mais je trouve qu'on manque encore de données, je ne sais pas, plus palpables pour donner des exemples. Et d'ailleurs, j'avais jamais pensé à l'exemple, effectivement, que Jean-Michel te donnait des femmes qui ont décidé de ne pas se traiter et voir ce qui se passe. Et je pense que c'est un peu ça, peut-être, l'avenir, quoi, de vraiment faire des cohortes de femmes sur de la surveillance simple et avoir des données factuelles de qu'est-ce qui se passe. C'est ce travail de surveillance active là, dont parle Cécile, mais c'est en cours en fait. C'est en cours. Il y a 3 gros défis internationaux à tes souhaits, Jean, qui vont, effectivement, c'est pour les carcinomes in situ. Déjà, on commence par ça, par les carcinomes in situ, parce qu'on sait que quand on les traite, le fait de les traiter n'a pas diminué les carcinomes invasifs, et le fait de traiter leur récidive par de la chirurgie et de la radiothérapie n'a pas diminué non plus le nombre des vrais cancers. Donc là, c'est vraiment à l'étude. En ce moment, on aura les résultats, je pense, dans quelques années. Il faut patienter un petit peu, de faire effectivement de la surveillance active au lieu de se jeter dessus. Parce que là, pour les carcinomes in situ, c'est sûr qu'ils alimentent beaucoup le surdiagnostic, beaucoup. Parce qu'on sait qu'ils sont à 80%, même plus, non dangereux, quoi, hein. Et on les traite comme si c'était des vrais cancers. Donc il y a vraiment un hiatus entre l'agressivité avec laquelle on les aborde et le peu de danger qu'ils occasionnent pour la santé des femmes. Donc la recherche est en cours. Voilà. Et juste pour aussi abonder dans ce qu'on disait à la fin, là, moi j'ai été sollicitée récemment par une étudiante en Master 2 d'études du genre à l'Université de Lyon, qui faisait son mémoire sur le cancer du sein dans la famille. Et du coup, elle était à la recherche de femmes qui seraient d'accord pour témoigner, ainsi que leurs enfants et leurs conjoints. Donc voilà, effectivement, il y a sûrement des choses qui sont étudiées. Après, il faudrait voir ce que ça donne. C'est des travaux qualitatifs, mais c'est intéressant. Et il faut lui dire de nous faire un retour, de te faire un retour sur sa thèse quand c'est fini. Alors moi, je lui ai donné le contact de 2 copines parce que les patientes, je trouvais quand même ça un peu compliqué de les mettre là-dedans. Mais oui, c'est vrai, tu as raison, je vais lui demander qu'elle me tienne au courant.
Qu'elle nous tienne au courant. Ouais. Alors, les Anglais, eux, ils sont assez forts pour les études qualitatives de santé, en particulier le groupe R d'Oxford et le site internet Health Online. C'est Comment il s'appelle le site internet, Jean? Health, comme la santé, Oui. Talk, T-A-L-K, Online. Cécile, tu veux poursuivre par ta présentation? Oui. Mais on est venu exprès pour On est t'écouter. venu exprès. Oui, oui, là. Ou alors, Luigi, tu nous l'as. Oui, merci. J'en plus vite. Voilà, donc la première est en anglais, mais après j'ai traduit. Donc, j'ai expliqué la situation française, comment on a pu arriver du désir exprimé dans la concertation citoyenne qui a été très bien faite, qui a été bien organisée, donc avec une demande des citoyennes d'une information équilibrée, et comment on a pu en arriver à une situation de censure de l'information. Diapo suivante. Donc voilà, donc la concertation citoyenne a eu lieu entre 2015 et 2016, organisée par Marisol Touraine. Et dans la recommandation du rapport final, donc le rapport final demandait l'arrêt du dépistage tel qu'il est opéré actuellement, mais au minimum, une information complète et équilibrée pour les femmes avec prise en considération de la controverse. Donc les femmes voulaient que cette controverse soit médiatisée et soit connue avant de prendre la décision de se dépister ou non. Donc, je rappelle les deux scénarios. Donc, arrêt du dépistage organisé. Scénario 2, arrêt du dépistage organisé tel qu'il existe actuellement et mise en place d'un programme profondément modifié. Le problème, c'est que l'Institut national du cancer, donc l'INCa, qui a été sévèrement critiqué pendant la concertation, a été chargé par la ministre d'appliquer les recommandations de la concertation. Donc le même institut qui a été critiqué pour l'information problématique et calamiteuse qu'il délivre aux femmes a été, disons, intronisé par la ministre pour faire l'information subséquente à la concertation citoyenne. Diapo suivante. Diapo suivante, Luigi. Voilà, donc il y a d'abord un livret qui a été publié, qui est envoyé à toutes les femmes, qui s'appelle un livret d'information, qui a été envoyé à toutes les femmes, qui est envoyé à toutes les femmes à partir de 50 ans, et ensuite un dépliant qui a été publié en 2021 qui est envoyé aux femmes pour les dépistages suivants. Dans le livret, le bénéfice est très amplifié, les risques minimisés. On parle toujours de 20% de réduction de mortalité au lieu des valeurs absolues que les femmes ont exigées. Le dépliant, c'est encore pire puisque le surdiagnostic est au moins effleuré dans le livret, sans qu'il soit détaillé, bien entendu, mais dans le dépliant, il n'est plus du tout mentionné. Ça n'existe plus. L'explication des faux positifs est absolument incompréhensible. On dit c'est une image qui devra être précisée par des examens complémentaires. Donc, c'est tout à fait abstrait. Dans la première page du dépliant, il y a une femme qui témoigne, il y a marqué « Le dépistage m'a sauvé la vie ». Avec le dépistage, 99% des femmes sont en vie à 5 ans. Donc ça fait référence à la survie à 5 ans qui, comme nous le savons, n'est pas un marqueur d'efficacité du dépistage. Être en vie à 5 ans ne veut pas dire être sauvé à 5 ans ou ne plus être malade à 5 ans. Ensuite, le slogan « Plus tôt un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont grandes », on est tous d'accord, mais la question fondamentale est est-ce que le dépistage est apte à trouver les cancers les plus dangereux chez la femme et les plus dangereux de façon assez tôt? C'est ça la vraie question. Alors, diapositive suivante. Donc, en 2020, on a eu donc la surprise d'avoir une nouvelle consultation en ligne organisée par l'Institut national du cancer, et ce, pour dégager les axes principaux à inscrire dans le plan cancer décennal. Donc, des mesures étaient proposées pour lutter contre le cancer et adoptées en février 2021. On a 2 mesures qui nous ont préoccupés, sur lesquelles on s'est concentré. D'abord, une proposition d'incitation financière pour les femmes afin qu'elles participent. Et pour atteindre l'objectif européen de 70% de participation.
Et donc, la mesure qui nous a beaucoup choqués, sur laquelle je me suis attardée, c'était les mesures pour combattre les fake news et censurer l'information. Donc, diapo suivante. Voilà, donc tout d'abord, la première mesure qui est inscrite qui a été ancrée dans le plan cancer, c'est de mettre en place un système réactif de lutte contre les fake news, en ce faisant, de créer un CSA de la santé, donc un Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour éliminer les fake news qui seraient présentes dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et ce serait décidé par un collège d'experts qui serait nominé pour identifier les fake news et les éliminer. Et cette proposition a été adoptée par l'INCa sur la base de 124 votants, malgré des réserves exprimées en ligne sur le site de pas mal de gens, en disant attention, c'est quand même qui va juger, c'est quand même très subjectif, c'est dangereux, c'est prêter le dos à une censure. Et justement, tout ça, l'Institut national a fait fi de ces objections et a adopté cette mesure, diapo suivante, que l'on peut lire ici. Voilà, c'est le point grand 1, 2.3, mise en place d'un dispositif de lutte. Et comme vous le voyez donc en bas, un dispositif de type CSA de la santé pourrait être créé, instaurant des règles en matière d'information en santé prévues dans un accord cadre avec les hébergeurs de contenu, donc les médias et les réseaux sociaux, pour qu'ils fassent un travail d'élimination des fake news qui ont été identifiées par un collège d'experts. Alors, on veut bien, mais on a du mal à croire à l'indépendance totale de ce collège d'experts qui serait nominé par qui peut nous garantir de son indépendance quand on constate depuis des années que l'Institut national du cancer est en train de faire une confusion entre information et promotion. Si je plaisantais, on pourrait dire qu'ils sont allés chercher des experts chez Cochrane. Oui, ben voilà, bon, eh ben on verra. Ça m'étonnerait. Donc, diapo suivante. Et donc, parallèlement à ce truc-là, donc de projet de CSA de la santé, on a mis en place, l'INCa met en place, donc en juin 2021, une page éclairage qui s'appelle l'info derrière l'infox. Et on a eu la surprise de voir la controverse scientifique sur le dépistage du cancer du sein qui est classée parmi les fake news. Et donc, on peut lire sur la page, donc je vais vous détailler ça. Il y a des slogans comme « Les bénéfices du dépistage sont indéniables », c'est marqué. « Les bénéfices du dépistage par mammographie sont largement plus importants que les risques ». Donc, on va voir le détail, diapo suivante. Voilà, donc ça, là, je vous ai mis la première et la dernière phrase. Donc, la première slide et la dernière slide de cette web page. Donc, à droite, tout de suite, en préambule, la question est posée. Est-ce que ce dépistage du cancer du sein est utile, voire néfaste? La réponse tout de suite, non. Le dépistage du cancer du sein est ni inutile ni néfaste. Ses bénéfices sont indéniables pour les femmes. Et donc, en conclusion, en guise de conclusion, à retenir, donc le dernier slide, c'est ça. Le dépistage apporte aux femmes un bénéfice bien plus important que ses risques. Et donc là, on peut quand même poser la question, mais sur la base de quoi vous décidez ça? La seule juge de savoir si la balance bénéfice-risque est positive ou négative, il n'y a qu'une seule personne qui peut juger ça en connaissance de cause, et c'est la femme. C'est ni l'Institut ni nous, c'est uniquement la femme, si tant est qu'elle a été bien informée. Donc, diapo suivante. Donc voilà, donc les slides intermédiaires, c'est ça. Il y en a une, donc pourquoi est-ce une infox? Et la réponse, c'est comme le montre une analyse des études scientifiques, les bénéfices du dépistage par mammographie sont largement plus importants. Et parmi les études scientifiques, il y en a 6 qui sont listées en bas de cette page web. 4 références sont l'INCa lui-même. Ce sont des rapports de l'INCa lui-même, ce ne sont pas des études internationales. Et les 2 autres références renvoient à l'Institut de radioprotection. Voilà, donc, donc ensuite, dans 10 à 20% des cas, certaines tumeurs n'évolueront pas, ou peu. Donc là, c'est une réponse qui aborde le surdiagnostic.
sans jamais le nommer, hein, vous verrez. Et à la fin, la dernière phrase qui casse la baraque, c'est « Il s'agit bien de vrais cancers ». Donc, c'est une phrase complètement trompeuse et vraiment, c'est une traîtrise, cette phrase-là, parce qu'on vous explique que dans 10 à 20% des cas, donc déjà, c'est l'évaluation la plus faible. Moi, je veux bien qu'on dise que le surdiagnostic, c'est 10 à 20% des cas, mais il y a d'autres évaluations qui le vissent à beaucoup plus haut, hein, qui disent 30 à 40%. Donc, qu'on nomme les évaluations les plus faibles, je suis d'accord, mais par transparence, qu'on dise aussi d'autres évaluations donnent des chiffres plus importants. Et ensuite, ne pas avancer, il s'agit bien de vrais cancers, puisque par définition même, les cancers surdiagnostiqués sont anodins et ne vont pas mettre en danger la vie des femmes. C'est peut-être des vrais cancers, mais ils ne menacent pas. Donc, cette phrase est complètement tendancieuse pour finalement dire oui, bah, dans 10 à 20% des cas, c'est des tumeurs qui n'évolueront pas, mais c'est quand même des vrais cancers, donc c'est bien de les avoir détectés. Donc cette page est complètement tendancieuse et traître. Diapositive suivante. Voilà, donc après, pourquoi l'infox est dangereuse ? À gauche, eh ben, la réponse, c'est parce que 12 000 femmes en décèdent et que si on continue à dire ça, ça peut détourner les femmes, c'est ce qui est marqué, ça détourne les femmes de ce dépistage, de ce dispositif de santé, et à répéter que, donc, en bas de la page, que 99% des femmes sont toujours en vie à 5 ans lorsque le diagnostic est traité. Encore une fois, la survie n'est pas un gage d'efficacité du dépistage, puisque à 5 ans, on peut être en vie, mais quand même toujours malade. On peut quand même avoir un cancer dangereux et néfaste qui va quand même tuer la femme 1 an ou 2 ans plus tard. Et que, donc là, je renvoie au premier webinaire qu'on avait fait, c'est le problème de l'avance au diagnostic, c'est-à-dire un cancer qui se manifeste va donner des symptômes un peu plus tard par rapport à ce même cancer qu'on aurait dépisté plus tôt. C'est-à-dire le dépistage avance la date de naissance du cancer, ce qui fait qu'à 5 ans, on est toujours en vie, mais c'est un biais de perspective. C'est le biais d'avance au diagnostic. Donc, le problème aussi est que le surdiagnostic amplifie cette survie à 5 ans de façon fallacieuse, parce que plus on trouve des cancers qui par essence n'auraient pas tué, eh ben plus évidemment la survie à 5 ans va artificiellement être amplifiée. Donc ce n'est pas du tout un bon marqueur, et chaque fois l'Institut national du cancer nous donne en primeur cette donnée-là qui est flatteuse, mais qui ne reflète pas l'efficacité du dépistage. Donc, de nouveau, la recommandation fondée sur les preuves, parmi les 6 sources, 4 sont celles de l'INCa lui-même. Hein, donc, voilà, donc on n'a aucune preuve scientifique en vrai, puisqu'il n'y a aucune étude scientifique internationale qui est avancée. Diapo suivante. Donc, nos 3 préoccupations majeures, c'est que d'abord, l'INCa peut avoir un pouvoir absolument illimité sur les médias et les réseaux sociaux, et de par les experts qu'ils auront choisis, s'arroger le droit de forcer ces médias et ces réseaux sociaux à censurer une information qu'eux auront jugée non conforme. Le principe éthique de non-malfaisance est méprisé de façon flagrante, parce que d'un côté, l'INCa dit que le dépistage est forcément bénéfique, mais d'un autre côté, du bout des lèvres, admet que certaines femmes, 10 à 20%, pourraient être traitées de façon inutile. Donc là, il y a un problème éthique qui se pose, puisque la seule juge de cette balance bénéfice-risque qui serait positive ou négative pour elle, c'est la femme. Donc là, il y a vraiment un problème éthique qui se pose. Et dernier point, donc la légitimité de l'INCa à diffuser de l'information et à juger de ce qui constitue une fake news est très contestable. Premièrement, l'INCa a été critiqué sévèrement dans le rapport de concertation, mais l'INCa a été aussi pointé du doigt pour une information très insuffisante dans des études qui ont été publiées. Diapo suivante. Donc, une étude est faite par des auteurs français
qui avait comparé l'information fournie par l'Institut national du cancer et celle de Cancer Rose. Et on est tombé dessus par hasard parce que ces auteurs ne nous ont jamais informés de cette étude, on l'a trouvé tout à fait par hasard. Et donc, pour tous les critères choisis par les auteurs, le score de Cancer Rose dépasse celui de l'Institut national de l'INCa, de l'Institut national du cancer. Et la deuxième étude, c'est une étude danoise qui s'est penchée sur les méthodes d'influence du public qu'on utilise pour accroître son adhésion au programme de dépistage. Et notre Institut national français est mentionné dans 2 catégories, représentation trompeuse des statistiques et mauvaise représentation des inconvénients versus les bénéfices. Donc, c'est un institut qui a une large habitude de faire de la promotion et de mésinformer les femmes, et c'est c'est cet institut que la ministre désigne pour poursuivre l'information. Donc, beaucoup de bruit, finalement, pour que rien ne change. Diapositive suivante. Donc, c'est la stratégie de l'Institut national du cancer, c'est la carotte et le bâton. C'est un proverbe qui est utilisé en France, qui se réfère à un âne qu'on voudrait faire avancer, où on lui donne un signe une promesse de récompense qui serait la carotte et il avance, ou alors on lui tape dessus et il avance aussi. Et donc là, c'est la même chose. Le bâton, c'est les menaces de censure par le CSA de la santé et les accusations de fake news. Et la carotte, ce sont les incitations financières aux femmes qui ont fait l'objet d'une publication dans le BMJ de 2 auteurs, un Américain et un Anglais qui est un éthicien. Et il y avait, parmi les auteurs, il y avait un 3e auteur qui était une citoyenne française qui a participé à cette publication. Et la conclusion, c'était donc des incitations financières sont utilisées ou imaginées pour augmenter le taux de participation au dépistage par mammographie. Ces incitations risquent d'influencer indûment la décision de participer lorsque la balance bénéfice-risque se trouve dans un équilibre délicat, comme c'est le cas pour le dépistage mammographique. Et les auteurs proposaient, à la place des incitations, les autorités sanitaires devraient privilégier la promotion d'un choix éclairé en mettant à disposition des aides à la décision fondées sur les preuves, et les objectifs pour le dépistage du cancer du sein devraient prendre en compte le choix éclairé plutôt que le taux de participation. Diapo suivante. Pour conclure, donc on a imaginé plusieurs explications pour cette dérive de l'Institut national du cancer qui perdure toujours depuis des décennies. Premièrement, donc, la promotion qui est favorisée par rapport à l'information, par rapport à la résistance du public. Donc, il vaut mieux avoir une activité promotionnelle puisque le taux de participation en France non seulement n'augmente pas mais diminue. Ces dernières années, on était à 42% de participation des femmes, donc très loin de l'objectif européen de 70%. Après, il y a peut-être la stratégie de laisser pourrir la controverse d'elle-même. Peut-être qu'ils se disent, bon, ben, on ne communique pas, on n'informe pas, comme ça, cette controverse va s'épuiser toute seule. Et puis finalement, cette campagne promotionnelle de l'INCa est aidée par les réactions dans les médias qui sont quasi nulles, puisqu'il y a eu la pandémie qui a occupé quand même à 99% les médias ces 2 dernières années. Donc l'INCa continue à amalgamer information et promotion depuis longtemps, ce qui reste problématique. Les femmes ont besoin d'une information neutre sur le dépistage mammographique, elles n'ont toujours pas, pour pouvoir prendre une décision de façon informée, ce qu'elles ne peuvent toujours pas faire. Voilà, dernière diapositive finale. Voilà, merci de votre écoute. Merci Cécile. Et quand on dit l'INCa comme ça, il y a bien des personnes qui écrivent. Quelles sont ces personnes? Est-ce qu'on peut savoir leur conflit d'intérêts éventuel? C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui écrivent? Oui, on ne sait pas. Bon, je pense que la personne principale, c'est le professeur Ifra, hein, c'est le président de l'INCa. Et je pense que c'est sur son initiative qu'a été émise cette page web, puisque c'est lui qui a signé le communiqué de presse. Hein, il a signé la lettre ouverte
à la ministre de la Santé après la concertation. Il a signé le communiqué de presse de cette page. Et bon, je pense que c'est lui qui la défend. Hein. Bon, on entend ses prises de position à l'oral. Donc, il avait inauguré le congrès du Conseil national des généralistes enseignants en expliquant que cette controverse scientifique n'était qu'une mouvance de personnes qui prônent la démédicalisation. Donc, voilà où en est réduit la controverse scientifique, à une sorte de mouvance de personnes illuminées qui veulent moins prescrire. Voilà. Donc, il y a du boulot. Et pour mémoire, l'avant-dernière ministre de la Santé a dirigé l'INCa pendant un certain temps. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, c'est des mêmes personnes qu'on retrouve. La présidente avant le professeur Ifra, c'était Madame Buzyn, hein, on va nommer les gens. Hein. Et Madame Buzyn a été renommée, a été donc ministre de la Santé. Et puis voilà, donc les choses continuent. Hein. C'était une concertation pour rien. Et je pense que la concertation, la consultation en ligne que l'INCa avait organisée, en posant des questions aux gens dans lesquelles les réponses étaient déjà contenues, je pense que c'était pour faire oublier cette concertation citoyenne. C'était pour la faire oublier, pour la gommer, comme si elle n'avait pas existé. Quel accueil a eu en fait cette communication à Calgary? Eh ben, ils ont été très choqués. Le mot que j'ai entendu le plus, c'est shocking, c'est shocking. Et donc, on m'a proposé d'écrire un papier pour un journal médical. Je suis en train de travailler dessus. Alors il y a plus, parce que après, quand j'avais vu cette web page, j'ai découvert que l'Institut national du cancer avait un conseil international, un comité scientifique international. Donc, j'ai contacté tous les membres, j'ai écrit à tout le monde. Et une de ces membres, c'est Mette Callagher. Elle était en distanciel, elle était là, présente pendant ma présentation, parce qu'elle devait parler après. Donc, je l'ai interpellée en lui disant, mais j'ai écrit à tout le monde, et Mette Callagher était la seule à m'avoir répondu en disant qu'elle allait s'occuper du problème. Et Mette Callagher était étonnée, elle m'a dit, mais je me suis occupée du problème, j'ai remonté ce problème, et j'ai eu la surprise de voir que la page est toujours en place. Eh bien, j'ai dit oui, elle est toujours en place, qu'est-ce qu'on fait? Alors elle me dit, je vais me re-emparer du problème et je vais retoquer. Et en rentrant de Calgary, je suis allée sur la page web. Donc le contenu de la page web est exactement le même, mais ils ont rajouté un petit encart en début de page en disant attention, la controverse scientifique c'est juste le fait de dire que les risques dépassent les bénéfices. C'est ça le problème, c'est ça l'infox. L'infox, c'est juste de dire que la balance bénéfice-risque est négative. Donc, ils ont amendé un petit peu cette page, peut-être à la suite de la remontée de Madame Callagher, j'imagine, hein, puisque c'est juste après Calgary, mais le contenu de la page web n'a pas du tout changé d'un iota. Donc, ils l'ont mise en bas, au fin fond de la page web, avec ce petit encart qui tempère un petit peu le propos, mais le contenu est toujours le même, avec les mêmes messages que je vous ai listés au fil des slides. Les slides sont restés les mêmes. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. L'INCa fait genre amende honorable en essayant de mettre des petites phraseounettes, des petites, comment dire, des ajustements cosmétiques, mais le cœur de leur message est toujours le même, c'est-à-dire que le bénéfice est indéniable. Le mot indéniable est quand même extraordinaire, qu'on ne peut pas contester que les bénéfices surpassent les risques. Alors d'abord, la présentation est trompeuse, le message est trompeur, mais le fait que les bénéfices surpassent les risques, il n'y a qu'une femme, il n'y a qu'une personne qui peut le déterminer, et c'est la femme qui est concernée. Il y a un petit point de détail. Mette Callagher nous a dit que quand ils avaient discuté de ça au Conseil scientifique international de l'INCa, le Conseil scientifique international avait été unanime à condamner cette communication. Et elle était choquée que ça n'ait rien changé. Voilà. Mais c'est peut-être juste un conseil scientifique consultatif? Certainement, oui, certainement. Mais alors, à quoi ça sert d'avoir des conseils scientifiques internationaux? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du Covid, il y avait l'idée de monter aussi un comité qui censurerait l'information, la fausse information sur le Covid. Et là, ce sont les journalistes qui sont montés au créneau en criant à la censure. Ce projet a été effacé. Mais là, malheureusement, déjà, on n'a pas pu animer les médias de façon
de façon aussi unanime. On n'a pas réussi à les outrer suffisamment. Tout le monde était occupé avec la pandémie, donc ce qui se passait pour le dépistage du cancer du sein, personne n'a bougé, tout le monde s'en fout, donc la censure est en marche. Hein. Et alors, est-ce que pour conclure, tu nous ferais un mot sur le poster qu'on avait présenté justement sur l'éducation citoyenne, populaire en santé, qui est aussi de la formation médicale qu'on organise, parce qu'on a aussi proposé cette communication là. Oui, Luigi, c'est peut-être toi qui es plus Ben, c'est pas tant de décrire en fait ce qu'il y a sur ce poster, parce que c'est un poster, mais c'est l'accueil qu'il a pu avoir. Donc là, il était en français, mais il était en anglais. oui. L'accueil qu'il a pu avoir et les discussions que ça a pu engendrer, quoi. Alors bon, moi, pour être très franche, je suis arrivée en retard puisque j'ai loupé mon premier avion. Peut-être Jean, tu as eu un petit peu plus de retombées. Moi, j'ai parlé à France Légaré à la fin. Donc, il s'agit d'un partenariat entre déjà la maison, les gens de Nice, hein, le CI3P, et la chaire de décision partagée de Laval qui est menée par France Légaré. Donc, moi, j'ai pu parler à France Légaré après avoir affiché mon poster. Et donc, elle est très, elle veut internationaliser ce projet. Elle veut travailler avec des gens en France, des gens dans d'autres pays, puisqu'elle mène cette chaire de décision partagée et c'est l'avenir, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut développer à l'international, dans tous les pays possibles, de prendre en compte les choix, les préférences des gens, d'intégrer les patients dans la décision partagée. C'est avec l'evidence-based medicine, c'est un concept absolument moderne. La médecine moderne doit se diriger vers ça, parce que les attitudes très paternalistes que j'entends encore, hein, où on dit ah oui mais bon c'est bon, les gens ils savent pas, il faut pas, et qui s'arrogent des compétences médicales, mais le problème c'est il faut pas qu'ils regardent sur internet. J'ai plein de gens qui disent qui viennent et qui me disent oh mais mon médecin m'a grondé, il faut pas aller voir sur internet. Je pense que on peut pas réagir comme ça. Internet existe et l'information médicale en ligne existe, donc les gens vont la voir. Donc c'est idiot de dire aux gens arrêtez de regarder ces conneries. Non, il faut au contraire intégrer les gens dans la décision partagée, puis les éduquer à leur expliquer comment trouver les bons sites, comment trouver les bonnes sources, comment ne pas s'égarer dans les fake news qui existent. C'est surtout ça qui est important. L'éducation en santé de la population me paraît de nos jours absolument capitale. Alors je ne sais pas, Jean, tu as pu écouter Madame Légaré, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, elle a fait une longue intervention en plénière à propos de la décision partagée. Essentiellement quand même une intervention un peu théorique ou éthique ou philosophique, plus que de présenter des données. Et elle concluait quand même que il y avait des tas de raisons pour aller vers la décision partagée et qu'en même temps qu'on disait il faut aller vers la décision partagée, on pouvait se dire aussi que c'était plus ou moins une demi-mesure. C'est-à-dire que si on dit que la décision doit être partagée, on reconnaît qu'elle est actuellement entre les mains du corps médical, qui devrait avoir la gentillesse de la partager avec les patients, alors que du point de vue de Madame Légaré, en réalité, d'un point de vue philosophique et éthique, la décision devrait être entre les mains des gens et le corps médical devrait être là pour conseiller. Le terme de consultation signifie qu'on donne nos conseils, mais qu'on ne prend pas la décision à la place des gens. Voilà. Parce que c'est la règle, la règle institutionnelle au Québec, hein. Peu de médecins au Québec le savent, mais c'est le patient qui décide. Donc Oui. la décision partagée, c'est le médecin qui doit donner les informations éclairées et qui doit accueillir en fait la décision. Au Québec, c'est la loi, hein. Ben, si on prend au pied de la lettre la loi de 2002 française, on pourrait argumenter qu'en France aussi. Ouais. Hein?
Oui. Après, en pratique, c'est pas vrai. Ben Mais moi, j'ai trouvé que le texte de loi de 2002 est assez clair à ce sujet. Mhm. Et donc, Jean et moi, on transporte une boutade où on pense on n'est pas du tout pour la décision partagée. Nous, on est pour la seule décision du patient, en fait. Ah ouais. Mais que doit partager le médecin? Ben, l'information, Alors, oui et non. Oui et l'information non. partagée quand même. Parce que moi, je dis toujours que j'ai aussi une éthique personnelle de mon action. C'est-à-dire que quand des patientes sont venues me trouver en me demandant du Mediator, je leur ai dit, écoutez, vous pouvez prendre cette décision pour vous, mais moi, je ne peux pas participer à vous prescrire du Mediator. Donc là, si vraiment vous en voulez, il faut que vous en trouviez ailleurs. Voilà. Donc, je leur reconnais ce droit, mais je n'ai pas l'obligation de participer si je trouve que vraiment c'est une erreur grave. Après, il y a plein de situations dans lesquelles je dis aux gens, vous prenez votre décision et puis moi je vous suis. Voilà. Mais il y a quelques cas où, voilà, où je vais refuser. Mais de manière non agressive et en leur disant que ben, voilà, moi je ne le fais pas, mais il veut bien trouver quelqu'un qui le fait. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Ah oui, sûrement. Ouais. OK. Et sinon, enfin, je ne sais pas si les personnes qui sont là ont édité le petit outil et la décision et s'en sont servis. Parce que moi, je trouve ça très sympathique d'avoir ça sur le bureau et de pouvoir l'utiliser dans les consultations. Hein, franchement, ça, je vois bien ça. Hein. Super. Quel retour Oui. tu as eu du coup, Jean-Michel, des patients Comment? avec qui tu... Quel retour t'ont fait les Ah patients avec qui tu... ben, il y a une patiente qui m'a dit un truc qui m'a fait très très plaisir. Elle m'a dit, mais vous savez ce que vous avez fait? Vous m'avez apaisée, vous m'avez rendue sereine. Parce que il y avait tout le monde qui disait, j'avais dans la famille, tout le monde avait son opinion. Là, je devais la faire le mois prochain. Ben, j'arrête tout. Vous m'avez expliqué, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Mais c'est surtout ce que vous avez fait, c'est que vous m'avez apaisé. J'ai passé quand même pas mal de temps avec elle. Voilà, mais elle était très très heureuse en sortant. Voilà, c'est une des deux. Tu peux nous dire combien de temps tu as passé avec elle? Alors, ben, donc, elle est venue, alors justement, elle est venue pour faire une coloscopie, parce que elle a dit, bah, c'est un médecin qui a dit, bon, maintenant, elle avait 54 ans, rien du tout, aucun symptôme, sportive, en très bonne santé. Et donc, elle est venue pour sa coloscopie. J'ai dit, bah non, enfin, euh, si vous voulez rester dans les recommandations et faire ce qu'il faut, bah, à ce moment-là, faites l'hémoculte. Elle a dit, bah, ça tombe bien parce que je vais faire pareil pour mon mari. Pour la mammographie, on a parlé de la mammographie, mais j'ai parlé aussi du régime méditerranéen. J'ai parlé de l'alcool, j'aime bien parler de ça, du régime méditerranéen et de l'alcool. On a parlé aussi du cholestérol. J'ai passé entre 30 et 45 minutes, en fait, je pense. Oui, quand même. Ouais. Mais c'est à Alors, peu près ce que je fais dans toutes les consultes. Hein. Ah oui. maintenant, on a des études qui montrent que quand on a un support écrit suffisamment clair et simple, déjà on arrive à faire des choses en 3 à 5 minutes qui sont mieux que rien, au sens où les femmes prennent plus de décisions personnelles et se sentent moins culpabilisées de prendre la décision qu'elles ont envie de prendre, d'une part, et d'autre part, vous savez peut-être qu'il existe maintenant des infirmières de santé publique qui sont organisées au sein de l'association Azalée et qui sont assez répandues. Et donc, notre objectif, enfin, un de nos objectifs, voilà, va être de commencer à enseigner aux infirmières Azalée. Parce qu'elles, elles ont des sessions de 45 minutes avec les gens. Ah ouais, c'est super ça. Et oui. Ah oui, il faut le temps. Alors, Hein. bon, on commence doucement, c'est-à-dire que j'ai commencé par celle de mon cabinet qui a visité Cancer Rose, qui a l'air bien remonté, ça y est. Et donc, l'étape suivante, ça va être de proposer des séances d'information et peut-être de proposer
le MOOC doit être fini d'ici août, hein, puisque notre objectif, c'est de le présenter juste avant Cancer Rose. Oui. Et donc, même si on avait des difficultés à le faire reconnaître comme formation officielle pour les médecins, on pourrait en tout cas le proposer à pas trop cher pour l'association Azalée. Et je pense même que ce serait au moins aussi utile qu'aux médecins. Voilà. Super ça. Bah, tu peux te dire, parce que moi, je travaille avec une infirmière azalée et ouais, je pense que ça serait super. Ah, trop bien. Et alors moi j'ai testé, j'ai pas imprimé l'outil, mais je l'ai testé. Alors je crois que je l'ai testé 2 fois, mais bizarrement j'ai oublié une des 2 fois qu'est-ce qui s'était passé. Mais je sais que j'ai testé une fois avec une patiente genre 48 ans qui m'a dit docteur et alors la mammographie. Enfin c'était vraiment la première vignette du document, donc c'était rigolo. Ah oui, Et rigolo, ça. une patiente très fatigante, avec qui je m'entends très bien et qui est chouette et avec, enfin, voilà, très ouverte. Et qui était avec sa fille adolescente qui devait avoir, je sais pas, 14-15 ans. Du coup, j'ai ouvert. Alors, moi, mon bureau, il est disposé de façon à ce que les patients voient l'écran tout le temps. Donc, en fait, ça s'y prête pas mal à leur montrer un diaporama comme ça. Et donc, on a regardé. Alors, j'avoue que j'étais pas hyper à l'aise, mais je pense que faut le faire plusieurs fois pour se sentir bien. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc à voir. En tout cas, elles étaient contentes toutes les deux. À la fin, je leur ai demandé, bon, qu'est-ce que c'était clair. Et surtout, la fille, l'adolescente, elle avait les yeux grands ouverts. Elle disait, ouais, c'était hyper clair et j'ai tout. Enfin, voilà, je sais pas, c'était chouette. Donc, elle n'a pas du tout conclu à si elle ferait ou pas une mammographie à 50 ans. D'ailleurs, c'était pas du tout l'objet. Enfin, moi, j'étais pas là pour lui dire voilà, s'il fallait faire ou pas. Mais en tout cas, c'était chouette. Je lui ai envoyé par mail et je lui avais demandé si elle pouvait me faire un petit retour mail en me disant un peu, enfin voilà, ce qu'elle en avait pensé. Et elle m'a dit aussi qu'elle le partagerait, mais elle a pas. Non, j'ai pas eu de nouvelles. On va conclure là, donc voilà. Et puis juste rappeler pour les étudiants en médecine qui sont là que de Nice, c'est que la maison de la médecine et la culture en fait a une convention avec le département d'enseignement et recherche de médecine générale et que vous pouvez avoir une attestation pour des heures complémentaires au sein de 2 crédits complémentaires par webinaire. donc, dans ces cas-là, vous envoyez un courriel sur le contact de Cancer Rose et puis on vous enverra dans les quelques 48 heures qui suivent une attestation. Eh ben, Merci à tous et à toutes.